Bom, eu caminhando aqui pela Maison et Objet, eu fui conhecer os Rising Talents. São jovens que foram escolhidos como talentos promissores e apresentados aqui. Então tem um stand com vários deles e vocês vão conhecer nessa reportagem. Mas primeiro eu vou pedir para o Julien me explicar o que são os Rising Talents e de onde eles vêm. Qu'est-ce que c'est l'atelier de Paris? Alors les ateliers de Paris, c'est une structure de la ville de Paris qui a été mise en place pour aider les jeunes créateurs de la mode, des métiers d'art et du design. C'est une structure qui a 10 ans maintenant et voilà, qui nous accompagne pour le développement économique, pour la communication, nous aider à faire un business plan ou... Okay. Bom, uma estrutura que agora completa 10 anos aqui em Paris e seria quase uma pós-graduação para jovens designers. Eles ficam lá e lá eles aprendem a desenvolver um business plan e a aprender a como lidar com as empresas, todo o desenvolvimento e para a fabricação do que eles criam. Mas c'est pas pour entrer là-bas, pour passer ces 2 ans là, 2 années là-bas, qu'est-ce qu'il faut faire? Então eu pergunto para ele que para passar esses 2 anos lá, o que um jovem criador tem que fazer? Il y a une sélection qui est assez dure. En fait, il y a une première étape où on présente un dossier pour expliquer le métier qu'on fait et le projet qu'on défend et qu'on veut porter. Et ensuite, on a un oral face à des professionnels du métier de la mode, du design et de la création. Et au bout de l'oral, si on est sélectionné, ensuite on intègre les ateliers pendant 2 ans. Ok, então é bem difícil de entrar, é dura a seleção, eles têm que mandar um dossiê com os trabalhos deles. Se eles forem selecionados, tem entrevista oral com várias pessoas do mercado. E aí, se eles são aprovados, eles passam lá 2 anos. Mais vous passez là-bas 2 années en faisant quoi? Exactement. Est-ce qu'il y a des cours? Qu'est-ce que vous faisiez là? Alors en fait, on a des formations tout au long des 2 ans avec des professionnels. Alors on choisit quelle formation on a envie de suivre. Si on est plus en difficulté sur la communication, on peut s'orienter plus sur des formations de communication. Et pendant 2 ans, en fait, on va développer notre marque, nos produits pour au bout de 2 ans se lancer vraiment dans le monde professionnel. Vous allez tous les jours là-bas. C'est comme on travaille, en non? fait, on a un local, on a un atelier qui est alloué par la mairie de Paris. Et donc, du coup, chacun a un atelier et on peut travailler dedans. Je m'excuse, mais vous recevez de salaire, hein, par exemple? Non, on reçoit pas. Une bourse? En fait, on a un loyer, on paye un loyer, mais qui est très très bas par rapport à ce qu'on paierait dans Paris. Et par contre, tout l'accompagnement autour, le soutien de la mairie de Paris, ça va avec l'offre des ateliers de Paris. Vous n'avez pas, pendant ce temps, 2 années, vous devez aussi travailler pour se maintenir. Oui, en fait, justement, c'est un soutien à notre activité. Et moi, depuis 1 an que je suis entré aux ateliers de Paris, je travaille sur ma marque et mes produits. Tu commences à gagner ton argent quand ta marque? Moi, je gagnais, parce que ma marque a 2 ans, et ça fait 1 an que je suis aux ateliers de Paris, je gagnais déjà ma vie avant, mais du coup, là, ça me permet de me développer davantage et de façon plus sereine et plus forte. Ouais. Et ben, vous avez une bourse petite, mais vous avez. La bourse, en fait, elle vient du fait que le loyer qu'on paye pour le local est très, très bas. Ok, capi. Já compris, alors. Bom, ele diz o seguinte, não tem uma bolsa, eles não ganham dinheiro lá, normalmente são jovens profissionais que de uma forma ou de outra já trabalhavam, já tinham seus ateliês. O que acontece é que lá eles têm o seu espaço para trabalhar, para criar. É como se eles tivessem um ateliê num lugar super bom, près de la Bastille, perto da Bastilha, um lugar super bom, só que eles pagam um aluguel para estar lá, só que muito mais baixo do que eles teriam que pagar em qualquer outro lugar. Vous payez le loin, mais vous louez le place, mais c'est un prix bas. Alors, si vous allez faire ça dans quelque autre part, à Paris, ça serait impossible. Je pense que les loyers doivent être 5 fois plus élevés que ce qu'on paye. Ouais. Alors, então é assim. Eles ficam trabalhando lá e ganhando a sua vida como designer já, apresentando seus produtos e pagam super pouquinho para ter esse ateliê num lugar privilegiado. E bon, vous travaillez là-bas, mais vous avez aussi
quelqu'un que vous voyez, qui connaît votre travail et qui fait une orientation? Oui, on est suivi par l'équipe des ateliers de Paris pour justement toujours être dans le bon chemin sur le développement de notre entreprise, que ce soit au niveau de la communication, de la gestion, de l'image de marque. On est toujours très suivi et très aidé pour avancer. Oui. Então tem sim, tem as pessoas do próprio Ateliê de Paris que acompanham, os colocam num bom caminho para que eles desenvolvam seus trabalhos e para que eles possam ir além. E, claro, ali eles fazem também muitos contatos com outros profissionais. Vous faites aussi beaucoup de contacts avec des autres designers et tout ça. Comme on est à l'heure actuelle, je crois qu'il y a 150 anciens résidents. Du coup, ça crée vraiment un réseau. Et c'est presque comme une grande famille où on se rencontre régulièrement et c'est vraiment un bon réseau dans Paris. Ouais. Tem 150 antigos residentes do ateliê de Paris. Et combien de jeunes designers chaque année ils recevoir? Alors je crois qu'il y a 10 ans, ils ont commencé avec 6 ateliers, donc il y avait 6 résidents et maintenant on doit être au total une quarantaine répartis sur 3 sites. Ouais. Trois vêtements. Então eles começaram há 10 anos com 6 e agora tem 40 divididos em 3 prédios diferentes. São tudo Bastille, la Bastille. Tout autour de Bastille, oui. Sempre na Bastille. Et est-ce qu'il y a de designers qui sont étrangers? Oui, bien sûr, on a des designers étrangers. Moi, je sais que quand je suis arrivé, on avait une créatrice japonaise qui faisait de la découpe de papier pour des luminaires. Alors après, j'ai pas tous les noms en tête, mais je sais qu'il y a des créateurs étrangers. Absolument. Eu perguntei se tem designers estrangeiros e aí ele me disse que tem sim, que tinha até inclusive uma designer japonesa, deve ter de outras nacionalidades também. Bom, là, ça fait combien de temps? Moi, ça fait 1 an que je suis aux ateliers de Paris. Oui. Porque eles ficam lá só 2 anos, então tu as encore un an. Encore 1 an, oui. Okay. Et tu travailles avec la plume. Oui. C'est toujours comme ça. Tu as toujours travaillé avec la plume. Alors en fait, moi au début, je voulais travailler dans la mode et j'ai commencé par dessiner des chaussures et j'ai travaillé chez Jean-Paul Gaultier qui est fan de plumes et là-bas j'ai rencontré un plumassier qui travaille la plume et qui m'a donné la passion de la matière et depuis 3 ans maintenant, je travaille que la plume. Oui. Okay. Então ele conta que ele começa na moda. Où est-ce que tu as étudié? Moi j'ai fait un BTS design de mode que j'ai passé en candidat libre à Duperret. Ensuite j'ai fait une licence d'art plastique à la Sorbonne et après j'ai fait un CAP plumassier pour apprendre la plume. E toujours à Paris? Oui, toujours à Paris. Então ele fez o curso primeiro de moda, depois fez na Sorbonne, era moda ou design? L'art. Lá fez arte na Sorbonne e depois um curso específico para trabalhar a pena. Então ele conta que primeiro ele trabalhava na moda com Jean-Paul Gaultier, gosta muito de pena, a gente já sabe, e aí ele foi desenvolvendo, encontrou um plumier, que vocês chamam, vous appelez plumassier, que é uma pessoa que trabalha especificamente com pluma, e ficou encantado com a possibilidade do material. Então faz 3 anos, 3 années que vous travaillez, então faz 3 anos que ele trabalha só com a pena. E aí, bon, et tu as beaucoup de choses. On a de table, on a ici notre table, et on a ici c'est un carpette. Oui. Oui. C'est une sorte de tapis, comme un trophée de chasse. Um tapete como se fosse um urso, vocês estão vendo, está bem em primeiro plano aí, vocês estão vendo o urso. E est-ce qu'il y a des choses, parce que tu utilises beaucoup tu utilises des plumes de différents oiseaux. Oui. Il y a de spécificités avec pour les plumes. Alors en fait, on a le droit d'utiliser que les oiseaux qu'on élève pour la viande. Parce qu'il y a énormément d'oiseaux qui sont protégés, on n'a pas le droit d'utiliser le perroquet ou des choses comme ça. Et du coup, on a très peu d'espèces et on est obligé de beaucoup travailler la matière pour créer d'autres choses. Ouais. Que interessante. Bom, ele só trabalha com penas permitidas de animais que são criados para isso. Tem vários
pássaros que ele não pode utilizar, porque são pássaros protegidos. Então, como são poucos pássaros, ele tem que trabalhar bastante a pluma ou a pena para chegar no resultado que ele quer. Mas, par exemple, ceux-là qui est cette couleur, c'est flamingo ou non? Non, en fait, c'est de l'autruche que j'ai teint en rose. Ouais. Est-ce qu'il y a un autruche que c'est déjà au rose? Non, non, non. Bom, ok. Então, l'autruche, c'est le... Oui, le très grand oiseau avec não é a ema, qual é o avestruz? O avestruz, aquelas que não entendem nada de... Não, é o avestruz e ele pintou de rosa. Ici, quel est l'oiseau, utilisé? C'est tout est en Tout autruche? Oui. Ah oui? C'est pour montrer la différence de matière qu'on peut avoir avec une seule plume, ouais. Oui, mais ce n'est pas de parties différentes de l'animal. Alors en fait, cette partie-là, c'est de l'autruche femelle. Et la partie du dos, c'est de l'autruche mâle qui est naturellement noire et un peu bouclée. Ok, então, que interessante isso. Ó, isso daqui é a parte da fêmea, a parte das penas da fêmea. Isso daqui é do macho, que é já um pouco mais escuro e que é assim mais enrolado, mais frisadinho, como vocês estão vendo aqui. E vous devez travailler quelques matériels pour faire la protection, pour faire ça rester beaucoup plus du temps comme ça. C'est naturellement assez résistant. Il y a pas beaucoup d'entretien, juste les dépoussiérer, mais sinon ça résiste très très bien. Ok, ele está falando que não, que já naturalmente tem uma boa resistência, tem que tirar a poeira. On peut utiliser l'aspirateur. Là-dessus, non. On peut le secouer un peu pour le dépoussiérer, mais l'aspirateur, ça pourrait les abîmer. On passe un tissu. Moi, je sais que sur les tableaux, je passe un chiffon humide pour enlever la poussière. Ouais. Ok, então é material, só passar pano úmido, e senão não pode passar aspirador, senão vai tudo embora as penas. Muito bom. Et c'est ça, c'est quel matériel? Ça ressemble vraiment plastique. En fait, c'est des plumes d'oie que j'ai teint en noir. Et comme l'oie, c'est un oiseau aquatique, en anglais, on dit goose. Le ganso? Je pense, ouais. C'est blanc, un oiseau blanc, et que du coup, on teint les plumes en noir. Et comme c'est un oiseau aquatique, naturellement, les plumes sont un peu cirées. Et c'est ce qui donne le côté brillant de la matière. Ouais. Il était déjà noir? Non, c'était blanc et je les ai teints en noir. Então deve ser o ganso aí, e aí ele é um pássaro aquático, e como é um pássaro aquático, a pena já naturalmente encerada, e por isso tem esse brilho, mas ele precisou pintar. E la rouge? La rouge, c'est du faisan doré. Faz sal dourado. Oui, et c'est naturellement rouge comme ça, et nacré, oui, c'est naturel. Fantastique. C'est fantastique. Bon, le blanche aussi, eu vou mostrar depois em detalhe para vocês. Et ici, c'est toujours la plume. Oui, toujours. En fait, c'est ce qu'on appelle de la marqueterie de plumes. On utilise des tout petits morceaux de plumes. Là, j'ai utilisé que des couleurs naturelles pour jouer justement sur comme les couleurs des insectes qui sont brillantes, métalliques. Et donc voilà, c'était pour recréer de nouveaux insectes à base de plumes. Fantástico. É uma machetaria de pena. Ele só usa pena de cor natural, pequenos pedacinhos para montar os insetos. Julien, comment est-ce que je ne te connais pas encore? Alors, je ne te lâche plus. Eu estou falando para ele, como é que eu não te conheci? Agora nunca mais vou te deixar. Tu as un Instagram? Oui. Je sais plus. Il ne sait pas. Non, alors, il ne veut pas, ele não quer dar o Instagram dele pra gente. J'ai Facebook aussi. Ça doit être Maison Julien Vermeulen. Maison Julien Vermeulen, que c'est ton surnom. Vermeulen, oui. Vermeulen, du jeito que está escrito. Et peut-être l'Instagram sera la même chose. C'est la même chose normalement, oui. Ça doit être Maison J Vermeulen ou quelque chose comme ça, oui. Mais il y a l'Instagram sur le Facebook. Ah, então vocês podem procurar pelo Facebook e vão encontrar lá. Julien Vermeulen. Oui. Tu é de Paris? Oui.
Bom, ele é parisiense mesmo, e a gente vai continuar acompanhando, porque é um trabalho muito interessante. Se vocês têm perguntas sobre o material e o modo de trabalhar do Julian, vocês podem aproveitar enquanto esse programa está sendo transmitido, vocês podem escrever para o nosso número de WhatsApp, que eu já vou pegar o número de WhatsApp dele e já pergunta na hora e ele vai responder para a gente. É um trabalho muito interessante, vocês vão olhando os detalhes. Enquanto isso, a gente vai ver outros criadores aqui que foram selecionados como Rising Talents para a Maison et Objet. Esse programa, vocês sabem, é só sobre Paris. Je te remercie. On continue à votre collègue. Merci. Vamos continuar vendo os outros Rising Talents. Normalmente, eu falo com os designers, mas hoje encontrei também um homem de negócio, um homme d'affaires. Então, esse daqui é uma dupla que criou ali um produto e que vai explicar um pouquinho da criação desse produto. Eles fazem parte dos Rising Talents, que foram selecionados para expor aqui na Maison et Objet. Bon, alors, tu avais l'idée de faire une patinette. Ele tinha uma ideia de fazer uma patinette. Exactement. Alors en fait, je voyais dans la rue plein de gens en trottinette et je me disais, ok, c'est très pratique, moi j'adore faire de la trottinette, mais ça a une image un petit peu ringarde, contrairement au skateboard ou au vélo. Donc j'avais cette idée et par hasard, j'ai rencontré en soirée Nathanaël et Damien qui n'est pas là malheureusement. Et on en a un petit peu parlé, l'idée leur a plu et de fil en aiguille on a gagné des prix, on a gagné des concours et on a créé une entreprise pour développer cette trottinette. Bom, ele disse o seguinte, ele sempre via as pessoas com um patinete, achava prático, mas não achava tão bonito quanto a bicicleta, quanto o skate. Aí ele encontrou a dupla, tu as trouvé, tu t'appelles Nathanaël. Tu as trouvé Damien. Nathanaël et Damien. Ah, Damien, venez. Alors, Damien acabou de chegar, agora aqui. Par hasard, il arrive. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Viens. Non, aujourd'hui não. Alors, então ele encontrou o Damien e começou a falar do patinete. Puxa, já pensou ter um patinete bem bonito para a gente fazer? Ele a trouvé de design pour faire le patinette. Le beau, le belle. La plus belle, la molta bella patinetta del mundo. A mais bonita. Patinete mais... C'était un mélange d'italien. Ok. O patinete mais bonito do mundo. Bon, quand tu as écouté que lui voulait un patinette, qu'est-ce que tu as pensé? Oh, mais alors, ça va marcher. J'ai dit la patinette, très peu pour moi. C'est vraiment un sport de tocard. Je ne peux pas, moi je fais de la moto, je fais du vélo et en fait après il m'a montré le principe et il se trouvait qu'en plus d'être bien pensée, elle était très très belle. Donc je me suis dit bon, s'il veut une belle trottinette, il faut qu'on la dessine. Ele está dizendo o seguinte, primeiro ele achou estranho porque patinete, ele é o cara que faz bicicleta, moto, patinete... não é para homem isso daí. Mas aí depois ele falou, não, acho que dá para fazer um belo patinete. Et tu usais déjà le patinet? Ouais, tous les jours. Moi, contrairement à Damien, j'étais un vrai utilisateur de trottinette et c'est moi qui ai réussi à convaincre Damien qu'on allait dessiner une trottinette parce que j'adorais ça. Ah, então ele já usava, então, ok, ele já conhecia, já gostava, e ele até convenceu Damien a desenhar. Bon, alors, tu m'as dit que vous avez gagné de prix. C'est ça. Alors, on a gagné un prix de création de start-up dans le transport. Ça, c'était le premier prix qu'on a gagné, qui nous a donné à la fois de la reconnaissance, mais des financements. Et après, on a été lauréat de la Banque publique d'investissement française. Et on a gagné plusieurs concours plus petits, mais chaque fois avec de la reconnaissance, un peu de médias et de l'argent. Donc on a pu avancer jusque-là grâce à des fonds propres. Ok. Ele está contando que ganharam vários prêmios, alguns de reconhecimento, outros de mídia e outros com dinheiro, conseguiram então fazer a produção. Aujourd'hui, on trouve déjà le patinette pour acheter? La nôtre, non, elle est encore en développement, parce qu'on travaille maintenant avec des ingénieurs. Elle va sortir au printemps prochain sur le marché. Voilà. Alors, ainda não encontramos o patinete, mas daqui a pouco, na primavera, le printemps, a gente vai ter o patinete deles. Comment est-ce qu'on peut chercher vous
Elle est Playgrounds, non. Non, on est présent sur Facebook, on est présent sur Twitter, on est présent sur Instagram. Le nom du projet s'appelle La Galoche. La Galoche. Ouais, La Galoche. Donc La Galoche sur Facebook, La Galoche sur Instagram, La Galoche sur Twitter. Ok, então, olha, é sur l'internet. La Galoche. Exactement. Exato. Então você encontra... Galoche. Galoche, como a gente fala mesmo. Então, Voilà. la Pareil galoche, qu'en galoche. portugais. Oui. Mais la galoche, ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire, Ça veut galoche? dire plein de choses en fait. Et Chez nous, c'est une chaussure. pareil en France, mais ça veut dire plein d'autres choses. Et du coup, les gens savent pas exactement ce que ça veut dire. Mais ils connaissent le mot. Donc on s'était dit, bon, ça fait français, c'est connu, c'est bien, ça restera en tête. Eu perguntei para ele por que a galoche, o que significava. Para a gente é uma bota, para eles também, mas o som da palavra, você vê que é francês, por isso que eles escolheram. Très bien, j'ai bien aimé. Il faut que tu me donnes une carte. Non, pour que je fasse la maison objet, le tour. L'année prochaine. Il n'y en aura pas qu'une seule. Il y en aura partout. Si tu nous invites au Portugal, on ira... Au Brésil. Oh, pardon. Putain. Nul. En plus, j'allais dire Copacabana correctement. On ira sur Copacabana ensemble en galoche. Si tu veux. Ok, eu falei que eles tinham que me dar uma pra gente sair por aqui fazendo um tour pela feira. Aí ele falou que se eu convidasse ele para Portugal, eu falei, Portugal não, Brasil. Aí ele falou, melhor ainda. Não, pas de problema. Aí a gente vai fazer Copacabana na galoche. Muito bem, agora vai passar o moço com a escada. Passa. Ótimo. Olha que bela imagem. A gente continua então com TV Casa Cor ao vivo mostrando os Rising Talents. Obrigada a vocês, obrigada. Eu continuo com os Rising Talents, estou agora com o Pierre. Martin the Killer, very famous designer. Eu continuo aqui com ele, apresentando o Martin the Killer, a entrevista que vocês já viram também, nosso amigo belga. E o Pierre é um dos designers mais sinestésicos que eu conheci aqui na Maison & Objet. Ele mistura então um pouco do som com perfume, com a sensação... Nossa, o moço passou. Com a sensação tátil. Muito interessante o trabalho que ele faz. E eu fiquei curiosa para saber como é que ele se transformou num designer, porque ele mexe com vários tipos de sensações e de... a nossa capacidade de sentir os objetos de várias formas. Bon, je commence en te demandant comment est-ce que tu es devenu l'idée d'être un designer? Ok. Donc j'ai commencé par faire des études d'art. Parce que j'ai toujours dessiné quand j'étais petit et en fait à l'école aux Beaux-Arts j'ai découvert la sculpture, donc je me suis intéressé à l'objet et au fur et à mesure de ces études j'ai compris que ce qui m'intéressait dans l'objet c'était le fait qu'on puisse interagir avec et non pas simplement le regarder et donc en réfléchissant à ça je me suis dit en fait ce que je veux faire c'est du design. Ele explica então que ele começou fazendo os estudos de arte e aí pouco a pouco ele percebeu que o que ele queria era interação com os objetos, não só olhá-los numa galeria, no museu, mas ele queria interagir. E é justamente a interação que ele propõe nos objetos que ele tem aqui. C'est l'interaction que te propose ici. On va commencer pas avec ça. Nós não vamos começar com a pena que fica aqui, toda sensual, passando na nossa frente. A gente começa com essa mesa sino. Qu'est-ce que c'est la table cloche? Oui, la table cloche, donc effectivement c'est un mobilier mais qui n'est pas qu'une table, qui intègre aussi une fonction musicale et donc en s'inspirant de ces objets comme les cloches ou les gongs qu'on retrouve un peu partout dans le monde et notamment en Asie et qui permettent de ramener une notion un peu de rituel, qui permettent de rythmer la journée et ça m'amusait en fait d'avoir comme ça une touche musicale dans le salon. A mesa fina, então essa é uma mesa, mas traz essa sensação musical que é possível ter com um sino. E aí vocês vão ouvir esse toque musical e vocês vão ouvir o som que faz agora. Allez. Fantástico. C'est comme le cloche chinois, quelque chose comme ça. C'est ça. Tout à fait. On peut l'utiliser soit pour rythmer la journée, mais aussi ça porte chance. En Birmanie, on fait 3 coups de cloche quand on va dans un temple pour avoir la chance. Fantastique. Sim, a referência é justamente essa. Quel est le matériel? C'est de la fonte, cast iron.
de la fonte. It's like iron, you know, molded, yes. Ah, é metal, eu achei, que pensei que pudesse ser uma cerâmica, mas é um metal. Aqui a gente tem madeira. Então essa é uma... Mas elle s'appelle vraiment la table cloche ou não? Elle s'appelle la table campane. Campane, it means also cloche. La table campane, que é... a gente também tem a campainha, né, a campana. Ok, très bien. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ici? Alors ça c'est des objets inspirés d'un des plus vieux instruments du monde, qui est en fait une fronde sonore qu'on fait tournoyer pour produire un son de vrombissement, comme le son du tonnerre un petit peu, et qui était utilisé un peu partout dans le monde, en Australie ou en Europe, en Afrique, pour faire de la communication longue distance, parce qu'on pouvait l'entendre de loin, mais qui était aussi utilisé pour des rites magiques. Bom, ele me explica que isso aqui é um material super antigo, o mais antigo material, instrumento musical. Ele já tinha me explicado que o som se faz da seguinte forma. Você pega pelo fio e gira, e faz um som. É um pouco como o nosso Roy, que a gente tem em Pernambuco. Roy, we have also, nous avons aussi, mais c'est petit comme ça. Então, amplifica muito som. É usado para comunicação a longa distância, mas também em rituais mágicos. E ici, nous avons pratiquement une installation. Oui, tout à fait. Et en fait, c'est en me documentant sur les différentes rhombes qu'on peut trouver dans le monde que j'ai identifié différentes formes et que j'ai recréé une sorte de collection qui puisse aussi avoir une fonction esthétique. Ok, então ele junta vários, porque como ele me explicou antes, esse instrumento foi encontrado em povos originários, tanto na Austrália, quanto na África, quanto na Europa. Então ele faz aqui uma mistura de vários desses instrumentos que ele encontrou nessa pesquisa. Chama-se roar, as pessoas passando na frente da câmera. Chama-se roar, ok. Então é esse daqui, aí ele fez uma composição com esses instrumentos. Atrás de mim tem uma coisa que eu achei linda e fantástica. C'est fantastique, c'est beau. C'est bois? Oui, c'est de l'érable. C'est érable, c'est maple. Ah, é aquela madeira que é a madeira canadense que a gente tem e é un amplificateur de son. Mais comment est-ce que tu es arrivé à cette forme? En fait, je me suis beaucoup renseigné auprès d'acousticiens, mais aussi de musiciens et de luthiers, donc des gens qui fabriquent des instruments. Et donc c'est un bois qui est utilisé pour fabriquer notamment des guitares ou des violons. Et c'est un petit peu le même principe qu'un instrument de musique, puisque en fait c'est le vibreur acoustique qui fait résonner le bois, comme la table d'harmonie, le soundboard de la guitare. Ça fonctionne sur le même principe. Muito interessante, porque então ele conversou com músicos, ele conversou com fabricantes de instrumento, ele conversou com músicos, musiciens, acústicos, engenheiros de som, até chegar nessa forma que faz a vibração do som. Mas é uma lâmina de madeira. Vocês estão vendo pelas imagens que é uma lâmina de madeira. E daí ele vem com o material, com a parte elétrica e coloca aqui e faz com que vibre e amplifica o som. Achei isso aqui fantástico, de uma delicatesse. E on a aussi de lumière, ici, duas luminárias também, essa daqui. Ce papier croisé. Oui, c'est ça, c'est du papier qui est tissé, donc woven, et c'est un matériau qui a été créé par des designers textiles, donc sur un métier à tisser à la main entièrement, donc c'est du papier coloré qui est découpé et retissé avec du nylon. Et ensuite, j'ai fait une lampe pour mettre en lumière ce matériau. A parte dele é assim, como iluminar. Então ele criou essa forma de iluminar. Esse papel, isso aqui é um papel trançado e que está preso num tecido aqui atrás. E ele então imaginou essa forma de iluminar. Aqui a gente tem uma escultura iluminada. Oui, exactement. En fait, c'est entre un luminaire et un meuble. Et là, c'est vraiment un petit peu justement mon passé d'étudiant artiste sculpteur qui ressort. Avec cet objet-là qui est vraiment quelque chose de très simple, une sorte d'épure avec deux bâtons qui sont dorés à la feuille d'or et aussi à la feuille de palladium et qui viennent comme ça s'auto-bloquer et tenir cette boîte en équilibre avec la lumière à l'intérieur. Ele explica que é um móvel luminária e daí aqui a gente tem folha de ouro e folha d'or et feuille de palladium. Palladium. C'est entre l'argent et l'or.
É algo entre o ouro e a prata que reveste e ela fica apoiada na parede, mas também parce que ce n'est pas, il n'y a pas de okay. Então é o cruzamento das duas pernas ali desse móvel que dá o equilíbrio. E aí a gente tem a luminária, ele está trabalhando um pouco com o equilíbrio. Agora a gente vem para a pena. Donc j'étais fasciné par la plume d'autruche que travaille Julien qui est plumassier, donc feather worker, et je voulais faire un objet avec cette plume en mouvement. Et en fait ensemble on a imaginé ce diffuseur de parfum donc qui tire parti des propriétés de cette plume, donc on peut vaporiser le parfum directement sur la plume et en se balançant il le rediffuse dans la pièce. É muito interessante, ele queria trabalhar com a pena querendo passar perto de mim, ó. Deixa ela passar. Ele queria trabalhar com a pena, era um material até que depois a gente vai conversar com o Julian. Julian já trabalha, ele queria tirar partido dessa leveza e da possibilidade de borrifar aqui o perfume, o odor e o movimento dela fazer... Nossa, realmente está perfumado aqui. Fazer com que o perfume seja difundido pelo ambiente. Mas qu'est-ce qu'on a ici dedans? C'est un petit moteur électrique qui vient en fait entraîner la tige de carbone qui est très légère, qui lui donne un mouvement. Mais en fait, la plume, ensuite, elle bouge aussi selon les courants d'air, les personnes qui viennent. Donc, elle est très sensible. Ok, então a gente tem aí um motorzinho aqui dentro. Ó, eu passando debaixo da pena. Tem um motorzinho que vai girando, mas a própria pena também faz movimento. Tem o vento, tudo. Você passa por aqui, porque essa daqui é fixa. Celle-là ne bouge pas. Celle-là n'est pas branchée, mais elle fonctionne comme celle-ci. Ouais. Então aquela, olha, vem para cima de mim a pena. E aquela ali está sem o motorzinho, essa aqui vocês estão vendo que está ligada, mas ela move também. Quando passa alguém, vem o vento e passa. Pierre, fantastique ton travail. Très, très bien. Tu as un Instagram? Oui. Quel est ton Instagram? C'est Pierre_Charrier. Pierre_Charrier, que é o sobrenome dele. Então, para descobrir o Pierre, para descobrir outros trabalhos que a gente viu aqui no Rising Talent, você vai lá e começa a seguir. Vocês já viram que ele tem coisas que mexem com as nossas sensações. Et dans ces produits-là, on a déjà quelqu'un qui va produire? Oui, alors effectivement, je travaille avec deux galeries. La galerie Mika, qui est en Bretagne, en France, et la Great Design Gallery, qui est à Paris, avec laquelle on fait les lampes tissées. Sinon, la table cloche, le diffuseur de parfum, les rhombes et la lampe sont édités par la galerie Mika. Mika. Qui est ici à Paris? Qui est à Rennes, en Bretagne. Rennes, en Bretagne. Et l'autre galerie est? Great Design Gallery. À Paris. Bom, então tem galeria em Paris, tem galeria em Londres. Então, para encontrar é muito fácil. Pelo Instagram dele você consegue ver tudo. Enquanto isso, foi vendo as imagens dos produtos. Te agradeço muito, Pierre. Je te remercie. Tu comprends quand je parle portugais? Non, un petit peu, parce que disons qu'il y a des racines un peu latines. Bon, voilà, mais c'est quand même très différent de l'espagnol et de l'italien. Des fois un petit peu, mais globalement pas trop, non. Ok, eu perguntei para ele se ele entendia quando eu falava em português. Ele falou que um pouquinho, porque a raiz é latina, é igual, mas é muito diferente do espanhol e do italiano, então dá para entender, mas não tanto. Muito obrigada. Merci. Agora a gente vai conhecer entre os Rising Talents uma dupla, na verdade só está aqui uma das pessoas da dupla, que é do Estúdio Messier. Estúdio Messier. Qu'est-ce que Estúdio Messier nous apporte? O que o Estúdio Messier nos traz? Porque a gente já conversou um pouquinho e eles trabalham muito com estúdio de materiais. L'étude sur les matériaux, que t'importe? Oui, on est très intéressé par les matériaux, les textures et aussi surtout par les processus de fabrication, notamment les savoir-faire traditionnels et qui nous intéressent et avec lesquels on aime bien travailler et apporter de nouvelles idées. Então ela fala assim que é o estudo do material e das formas que interessam para eles e a partir daí eles trazem novas ideias. Como eu falei, Estúdio Messier é feito por dois designers, toi et Romain Diraud. Oui. Vous êtes parisien? Oui, on vit et on travaille à Paris. Os dois são de Paris, vivem e trabalham em Paris. Pour les maisons, qu'est-ce qu'il y a pour voir? Donc pour la foire, on présente différents projets. Le projet Zaworé, c'est un projet qu'on a réalisé
à Ouagadougou, au Burkina Faso, où on a travaillé avec un artisan bronzier dans le cadre d'un workshop qui s'appelle Hors Piste et qui édite aujourd'hui les pièces. Et en fait, ce sont des pièces qu'on a voulu penser comme un dessin à main levée avec du bronze. En dessin? À main levée. À main levée. Spontané. Ok. Sketch. Ok. Ela vai mostrar então as peças de bronze trabalhadas com um artesão que trabalha o bronze, e o que eles queriam é que fosse um desenho com muita leveza, como se fosse um croquis, um croquis feito à mão. E aí resulta nesses objetos. Oui. Faut vraiment parler du travail de la main et de la beauté de la texture du matériau. E pour rendre le bronze une chose légère. Exactement. Bien, voilà. Muito bem, então, era para mostrar mesmo o trabalho feito à mão. E aqui, nesse caso, para trazer uma leveza ao bronze, né? A leveza do trabalho no bronze. E ici, qu'est-ce qu'on a? Que je me sens illuminée, je me sens le sang, le soleil. Exactement. Alors ça, c'est un tout nouveau projet qu'on présente pour la première fois à Maison. Et alors c'est un travail sur les abat-jours à pince qu'on avait chez chez ma grand-mère et en fait on a revisité ces petits systèmes d'abat-jours à pince pour vraiment en faire un objet qui puisse être ensuite on peut vraiment bouger. Et orienter la lumière vraiment de la manière qu'on veut, avoir un éclairage d'ambiance ou indirect. Et donc on utilise une toile extrêmement légère et fine. Quel matériel? C'est du... excusez. Plastique? C'est pas plastique. C'est de la toile de cerf-volant, de kite. Ah oui, mais c'est plastique alors. Oui, c'est du polyester. Okay. Ah ok. C'est un matériau technique. Ça s'appelle de la toile de spi en français. Ah, ok, toile de spi. Ah, ué. Bom, então a luminária aqui a gente tem, sabe aquele antigo jeito bem conhecido de colocar as cúpulas dos abajures, vocês vão ver nos detalhes. Então eles usaram essa maneira para fazer, como vocês viram, uma cúpula que possa ser virada para lá e para cá, e assim você tem várias formas de iluminar, indireta, direto. Isso é muito interessante. Eu perguntei que material que é, que parece muito fino, pensei até que fosse um papel. É um poliéster, daqueles que fazem pipas, que a gente compra, às vezes não, os pipas do Caio, hein, Caio? Outro tipo de pipa. Então, mas é um poliéster bem fininho e que deixa o material translúcido. E on a de métal ici? C'est du bois. A madeira. Então aqui a gente tem uma estrutura de madeira. Très bien. Et vous avez de petit et de grand. L'idée, c'est que c'est vraiment on peut jouer sur la taille, le diamètre du cercle, pour jouer sur la diffusion de la lumière aussi, et on a des couleurs différentes. Donc là, il y a 2 couleurs, mais on a toute une gamme, ça va du blanc, le rouge, bref. Então aqui ela fala que jogou com as formas com os tamanhos, e também é possível brincar com as cores, né? Uma vez que é possível fazer isso da cor que ela quiser. Ela trabalha também com vidro, e aí a gente tem algumas peças de vidro. Pour le verre, vous m'avez dit que vous avez vu faire um outil especial. Porque ela falou para mim que teve que fazer um tipo de instrumento especial para conseguir fazer as garrafas. Mais vous avez alors pensé dans l'instrument première. Oui, alors pour cette petite carafe en verre, en fait, on a vraiment réfléchi le processus de fabrication pour optimiser un maximum le temps de travail du verrier sur l'objet pour pouvoir créer un objet de haute facture, dessiné, élégant, mais qui soit abordable, que les gens puissent s'offrir. Voilà. Enfin, que ce soit affordable. Ah, oui. C'est soufflé à la bouche par un maître d'art, mais c'est un objet qui va sortir à un prix accessible. Et qu'est-ce que rend le prix accessible? 50 euros. Non, pourquoi est-ce que ça est accessible et une autre chose fait de la même manière ne pas accessible? Parce qu'il y a certaines pièces, plus on passe de temps sur la pièce et plus ça augmente le prix.
de l'objet et notamment quand il y a à la fois du travail à chaud et là on a essayé de réfléchir à une pièce où il y a absolument uniquement que du travail à chaud parce que le verre aussi il y a des finitions qui sont faites à froid. L'idée c'est en fait on a imaginé une pince, une petite pince, et l'idée c'est que le verrier souffle un tube, un cylindre en verre. Et à la fin d'un geste, il vient passer la pince et la tire. Et là, le verre se fige. Et on voulait vraiment aussi communiquer l'idée du matériau qui passe d'un état liquide à un état solide. Et dans cette carafe, on est assez attentif aux détails que la pince va laisser. On voit un petit trait qui montre un peu ce matériau qui passe du très très chaud a quelque chose de figé e froid. Ela explica então todo o processo de fabricação da garrafa que faz com que seja uma garrafa de produção artesanal, mas um pouco mais barata do que a gente encontra no mercado. É vidro soprado, mas eles criaram uma pinça que faz com que todo o movimento de confecção e que leve ao vaso do jeito que ele seja um pouco mais fácil. Então, por isso, o preço é um pouco mais baixo do que a gente tem. Ela falou 50 euros? Oui, enfin la petite. A pequena garrafa, então, custaria uns 50 euros. Je te remercie, vraiment. Congratulations. Ela é uma dos Rising Talents aqui na Maison Objet Paris 2016. Vamos continuar mostrando outros jovens que trouxeram coisas muito legais para cá. Bom, a gente vai conhecer mais uma dupla de Rising Talents. Na verdade, só está aqui o Aissa, a Amandine não está aqui hoje, mas a gente vai conversar com a Aissa que vai contar para a gente o que são esses móveis que a gente vê aqui. Vous travaillez avec le bois et avec le métal, c'est ça? Ele trabalha com a madeira e com o metal ici dans ces pièces. Normalement, c'est ça le matériel que vous utilisez. Sur cette collection, sur ces pièces, en fait, oui. Alors, on est ouvert à tout projet, tout matériau. Mais là, c'est vrai que les pièces qui sont présentées ici, il y a pas mal de bois et de métal. C'est vrai que ce sont des matériaux qu'on aime bien travailler aussi pour leur facilité de mise en œuvre, mise en forme. Mais sinon, après, on n'est pas en fonction du projet, on s'adapte en fonction du projet et on prend travailler d'autres matériaux. Ok, aqui eles estão trabalhando a madeira e o metal até pela facilidade de fazer a produção, mas eles podem trabalhar com qualquer outro material. C'est que m'appeler l'attention ici, faire attention ici, c'est les formes géométriques que vous utilisez. Alors oui, c'est vrai qu'on aime bien dessiner des formes assez simples, assez pures, minimalistes, mais on cherche pas juste la simplicité pour la simplicité. On essaye de trouver en fait une forme en fait qui soit belle et élégante, avec un petit détail qui fait que l'objet en fait se distingue des autres produits et qui soit aussi faisable plus facilement, qui soit fabriqué aussi d'une manière plus évidente pour la production. Ok, então o que me chama atenção nos produtos, é a pureza das formas, a geometria, e ele explica realmente. Formas muito simples, muito puras, muito limpas, que fazem com que as peças se destaquem do resto, justamente pela pureza e pela simplicidade. Vocês estão vendo todos os materiais aqui. Mais do que isso também, para que seja muito fácil de produzir, que a produção seja muito evidente para quem vai fazer as peças. Então, ce sont des choses qu'on fait facilement, qu'on produit facilement, qui n'ont pas de secret de production. Facilement, en fait, la simplicité n'est pas si facile que ça. En fait, ça dépend bien sûr de chaque projet. On sait que nous, ce qui nous intéresse, c'est d'arriver aussi à faire un produit qui puisse plaire et aussi se vendre à un prix, on va dire, intéressant. Mais avant tout, c'est aussi bien sûr le design, en fait. Un design élégant qui puisse être aussi intemporel, s'inscrire en fait dans un intérieur et qui puisse perdurer aussi au fil des années. Donc on n'est pas dans une recherche de style, on est plutôt on essaye de faire des produits en fait qui
correspondent en fait vraiment aux besoins des utilisateurs et puis surtout en fait qui puissent s'inscrire qui s'inscrivent dans un intérieur sans trahir en fait le reste. Donc c'est pour ça qu'on essaye de trouver ce dessin à chaque projet en fait pour que ça puisse plaire aux gens. Ok. Ele fala que a preocupação deles é fazer móveis que agradem as pessoas e que sejam atemporais. Eles não estão na busca, numa pesquisa de estilo. Eles querem móveis que possam estar hoje, mas daqui também algum tempo na casa das pessoas e que continuem elegantes e continuem agradando a quem os vê. Très bien. Et tu n'es pas parisien? Non, on n'est pas parisien, avec Amandine, avec qui nous formons le duo ACAL. Donc nous avons notre atelier sur Paris, bien sûr, grâce aux ateliers de Paris. Et ensuite, nous, on vit juste à côté de Paris, en banlieue parisienne. Et tu es né où exactement en France? Moi, je suis né en banlieue parisienne, Au sud de Paris. Au sud de Paris. Ok. Ele não é de Paris, mas mora bem pertinho, de pertinho, e ele agora, né, por conta do ateliê, Les Ateliers de Paris, que é o espaço que, no fim, os traz aqui ao Rising Talent, ele mora, ele vive e trabalha em Paris, vive a cidade parisiense. Je te remercie vraiment. Vous avez de Instagram? Oui, nous avons... Comment qu'on peut vous trouver? Le compte Instagram, c'est AC_AL_studio. Então, AC_AL_studio, para encontrar mais peças deles e outras coleções que ele e a Amandine fazem. Je te remercie vraiment. A gente continua olhando um pouquinho dos Rising Talents aqui na Maison et Objet 2016 em Paris.